Ce soir, on s'est dit oui, et ça nous rappelle à quel point c'est le fun de se dire oui. Pas un oui nostalgique, mais un oui bien ancré en 2020, un oui qui est orienté vers notre avenir. Notre oui, c'est une façon de dire « on repart la machine ». C'est le temps de recommencer à s'unir, de recommencer à rêver. C'est le temps de recommencer à y croire. C'était le 9 octobre 2020. Paul Saint-Pierre Plamondon prenait les rênes d'un parti au bord du gouffre. 5 ans plus tard, tous les sondages placent le PQ en tête des intentions de vote. Qu'est-ce qui a changé? À quel point ce succès est-il attribuable au chef? Le Parti québécois peut-il maintenir cette avance à un an du vote? J'en ai parlé avec le chef du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon. Paul Saint-Pierre Plamondon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On se retrouve parce que dans le 9 octobre, dans quelques jours, ça va être le 5e anniversaire de votre arrivée à la tête du Parti québécois. Ça passe vite, hein? De quoi vous... 5 ans? Ça fait 5 ans. Quand vous retournez en arrière, ça vous rappelle quoi, ce moment-là? Bien, écoutez, c'est drôle, là. Je veux dire, je deviens chef du Parti québécois. Il n'y a personne. On est en pandémie à ce moment-là. En pandémie, ouais. donc je dois livrer un discours de victoire devant personne. Donc, un discours quand même atypique. Il allait suivre une période atypique aussi parce que la pandémie prenant tout l'espace, j'ai pas eu beaucoup d'invitations suite à ma victoire comme chef. Les tribunes normales là, pour un chef, je les ai pas eues, ces invitations-là. Et allait commencer quand même une période où les célébrations allaient être courtes dans la mesure où le pessimisme ambiant sur l'avenir du Parti québécois à l'époque était quand même fort. C'était lourd et pesant. Et c'était un peu la tâche qui m'attendait à cette époque-là. J'y arrivais parce que je me souviens, on s'était parlé, on avait fait une entrevue, vous et moi, juste après, le lendemain de votre victoire. Okay, je me souviens, ouais. Puis on avait, je pense que je vous avais demandé quelque chose. Est-ce que vous avez l'impression de présider la destinée d'un parti qui est en train de mourir? Je me paraphrase. Oui, puis ça m'a été dit. Il y a eu une période d'1 an où toutes les entrevues, c'était « Mais vous êtes conscient que le Parti québécois va mourir? » Puis je disais « Non, j'ai quelque chose à dire. J'ai une proposition. » Oui, mais ça ne regardait pas bien dans le temps. C'est ça. Mais médiatiquement, c'était une période difficile parce qu'on avait des choses utiles, je crois, à mettre sur la table. Mais le thème de la mort du Parti québécois était omniprésent. Mais ça nous a définis. C'est là que tout s'est joué. Parce qu'on a appris tôt, dans cette séquence de 5 ans, à accepter que ce n'est pas parce que les gens nous disent que c'est impossible que ça n'aura pas lieu. Donc, ça nous a défini très, très tôt cette adversité. C'est parce que vous étiez... C'est parce qu'on vous percevait comme le parti moribond, l'underdog, un peu, pour utiliser le terme anglais, que vous avez eu cette poussée-là, où vous vous êtes dit « Non, je vais les faire mentir ». Bien, je n'avais pas très le choix. Tout le monde disait que ça allait nulle part, le Parti québécois, l'indépendance c'est fini, les jeunes ne veulent plus rien savoir. Mais pas juste ça. J'étais le gars en culotte courte qui n'a pas d'affaires là, point barre. On me le disait tout le temps, c'était à la limite du mépris. Mais il y avait quand même des choses sur le fond qu'on disait et qu'on était les seuls à avoir ce courage de dire tel quel. Donc, ça prenait davantage de la persévérance, du courage, en sachant que ce qu'on avait à dire avait une pertinence. Et ça finit par débloquer. Il y a certains sondages qui disent qu'il y a une montée du souverainisme chez les jeunes, chez les jeunes électeurs. Pourquoi, au juste? Je ne sais pas. Non, mais... Est-ce que vous connaissez le film Fields of Dreams? Mm-hmm. Kevin Costner bâtit un stade de baseball dans un champ de maïs. Et il dit à tout le monde, si j'ai ce stade de baseball, viendront des joueurs de baseball d'à travers le champ et tout le monde va venir. D'où l'expression en anglais, « build the park and they will come ». Yeah. Il y a des choses que je ne contrôle pas et dont je m'étonne moi-même, mais mon rôle, c'est de bâtir le parc et ils viendront, pour reprendre cette analogie de ce film. Vous avez monté dans les sondages, vous êtes très haut. On donne le Parti québécois comme étant le parti qui pourrait former le prochain gouvernement. D'autres vous diraient que quand vous êtes si haut, si rapidement, il n'y a que la chute de possible. Est-ce que ça vous inquiète, ça? Non, je n'ai jamais été inquiété. En fait, si on retourne à chacune de nos entrevues... Non, je sais. Toutes les questions qui commencent par « Avez-vous peur ou êtes-vous inquiet? » Je n'ai jamais peur, je ne suis jamais inquiet. Je vis avec ces réalités-là, mais vous avez raison
de souligner. Mais c'est un que élément c'est une réel. Parlez-en aux position, conservateurs oui, fédéraux. C'est parfaitement réel. Pourquoi? Parce que tout le monde a du temps pour trouver un problème avec le Parti québécois s'il est tant en avance. Cependant, c'est un moindre mal par rapport au bénéfice. Le bénéfice du soutien populaire en ce moment, c'est qu'on a des centaines de volontaires pour devenir députés et assumer potentiellement des fonctions de ministre. On a cet espace et ce degré d'appui pour aller chercher du talent. Je ne m'en plaindrai pas et je vais prendre les balles puis les flèches comme il se doit. Et les gens aussi peuvent faire la part des choses en sachant qu'aussi haut dans les sondages, en effet, ce ne sera pas une balade dans le parc, ni pour le chef, ni pour ses députés, mais ça ne change pas l'essentiel de ce qu'on a à communiquer et à dire lors des élections. Vous avez souligné à plusieurs reprises, vous avez un petit caucus de 6, vous êtes tous au diapason, ça va bien, vous entendez. Est-ce que c'est difficile de reproduire cette bonne entente-là chez tous les candidats que vous devez recruter pour la prochaine campagne? Ben oui. Est-ce que vous faites des compromis? Est-ce que vous allez devoir faire des compromis dans vos recrutements? Je me souhaite le moins de compromis possible parce que la cohérence vient de la cohésion. Puis en ce moment, cette cohésion-là, elle est totale entre Oui, mais à 6, c'est facile. À 60, c'est ça. pas si simple. Non. Le piège, probablement, c'est d'accrocher notamment sur la notoriété. Hein. Les médias, d'ailleurs, aiment beaucoup des candidatures de notoriété. Il va y en avoir au Parti québécois. Ça vous en prend. Mais c'est pas la cohésion, l'adhésion à ce qu'on essaie de faire et cette espèce d'acceptation du programme, d'être capable de le porter de manière intègre, à 100 %, me semble un critère plus important par rapport à ce défi-là. Est-ce que tout ça va créer une architecture cohérente, quelque chose qui tient, qui est solide, même quand il vente? Vous avez le premier référendum d'ici 2030. Est-ce que c'est possible de trouver tous les candidats dont vous avez besoin qui sont tous d'accord avec vous d'ici 2030? Ça ne fait pas l'unanimité au Québec, cette idée-là. Oui, c'est ça, mais forcément, là, dans le sens où que ce soit ça ou certaines des positions annoncées et distinctives du Parti québécois sur plein de sujets, vous comprenez que quand je vous parle d'une architecture cohérente, la première question qu'on pose à des gens dont les CV sont souvent très impressionnants, c'est de dire, indépendamment que je respecte ce que vous faites, êtes-vous à l'aise et êtes-vous prête à le porter à 100 % tel élément? Vous posez la question directement? Oui. Oui? Ben oui, parce Puis que... si la réponse est « je suis pas sûr », c'est plus un candidat. Bien, c'est pas tant qu'on... On veut que les gens se sentent bien et on veut que l'équipe ait cet esprit d'équipe des équipes victorieuses, là. Les équipes au hockey qui gagnent la Coupe Stanley ont de la cohésion et de la cohérence dans le système de jeu. Donc, mieux vaut être transparent et dire, voici un système de jeu, est-ce que vous comprenez? Puis voici pourquoi on le fait. Ce n'est pas une lubie, ce n'est pas une religion, c'est simplement des conclusions auxquelles on en est arrivé. Je fais personnellement cette discussion-là et ça me tient beaucoup à cœur. D'ailleurs, on me reproche dans le parti d'être trop dans le micro à ce niveau-là, mais de mon point de vue, comme tout système de jeu, l'adhésion et l'exécution parfaite du système de jeu est le fondamental, le point de barre de départ des équipes gagnantes, et c'est ça que je bâtis. Le référendum d'ici 2030, ça, c'est non négociable. Il n'y en aura pas de moment d'ici 2030 où on va se rasseoir, vous et moi, puis vous allez me dire, j'y ai pensé, puis là, il est arrivé telle affaire, j'avais pas prévu ça, on va repousser un peu. Ça, c'est... Non, je ne le vois pas, dans le sens où je pense que c'est clair, les raisons pour lesquelles on doit le faire sont claires. Je ne me cache pas du fait que ce n'est pas facile à porter. Je ne le fais pas parce que c'est payant électoralement. Je le fais simplement parce que c'est la seule bonne réponse que je vois dans les circonstances. Et donc, je vais porter, même si c'est parfois onéreux, je vais porter l'option à 100 %. Paul Saint-Pierre Plamondon, merci beaucoup. À une prochaine.